Nous sommes à Mayotte. En créant le parc naturel en 2010, ses inventeurs ont voulu préserver la biodiversité exceptionnelle de l'archipel. Le symbole de cette richesse est le maquis. Partout, on peut voir cet animal devenu l'emblème de l'île. Ce lémurien est arrivé ici au IXe siècle dans des bateaux venus de Madagascar. Le maquis est aujourd'hui protégé et le capturer est un délit. Sidi Naouirdine est l'un des 6 gardes du sanctuaire. Cet ancien militaire a parcouru le monde avant de revenir sur sa terre natale il y a 11 ans. C'est un bout de France perdu dans l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar. On a une tradition africaine très présente. Au niveau du paysage, la terre un peu rouge, argileuse, vous avez les baobabs. Ce sont nos éléphants, nous, par rapport à l'Afrique. À l'Afrique, ils ont gardé les éléphants, nous on a les baobabs. C'est un joyau de la nature, le lagon qu'on a, c'est un des plus grands lagons fermés du monde. Tout le monde peut plonger, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la plongée pour profiter de cette merveille. Bienvenue au paradis. Avouma, prêt, et c'est parti. On prend sa pagaie. Voilà, le commandant, il tient toujours le bateau face à la vague, le nez devant. C'est une façon de l'affronter. Ce matin, sur la plage de Bandrélé, Sidi initie une classe d'enfants au kayak de mer. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Venez ici, venez vers moi. Accrochez-vous bien sur les bateaux les uns des autres, d'accord? Voilà, très bien. Il veut surtout les sensibiliser à la richesse de leur lagon. Allez, venez par ici, là, venez par ici, venez par ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les mangroves? Il y a des arbres, surtout beaucoup de boue. Est-ce que c'est bon pour les mangroves? Non? Pourquoi le lagon c'est important pour nous? Hein? Voilà, pourquoi le lagon c'est un abri aussi pour les poissons. Est-ce qu'il y a des requins dans le lagon? Non. Des dauphins? Oui. Voilà. Est-ce qu'on mange les dauphins? Non. Pourquoi? Parce que c'est des animaux très gentils. Ils sont protégés par Mayotte. Et ils sont protégés par Mayotte. Donc on ne peut pas les manger, d'accord? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un passage de témoin, donc c'est à eux maintenant de veiller à la protection justement de ce milieu naturel qui est très riche. Et en plus belle récompense, c'est que parmi eux, qu'il y en ait qui deviennent plus tard moniteurs de kayak ou bien qui travaillent pour la protection de ce milieu. Après le cours de kayak, les élèves se retrouvent pour le traditionnel voulé, un barbecue que partagent les Mahorais sur les plages. Je pense qu'il faut certains font les mabawa et peut-être qu'il faut commencer à préparer les bananes. D'accord? Vous avez ce qu'il faut? Anne Gaëlle, leur institutrice, est aussi la femme de Sidi. La tradition du voulé, c'est une vieille tradition mahoraise qui consiste à faire des grillades. Et les ailes de poulet, c'est le sport national. Tous les week-ends, les gens viennent à la plage pour faire des grillades au bord de la mer. On est ensemble, on échange et on apprend. C'est dans les échanges qu'on apprend beaucoup. On apprend à respecter l'autre. Et ça, pour moi, c'est très important. En fin d'après-midi, direction le sud-est de l'archipel. Sidi et Anne Gaëlle se dirigent vers leur endroit préféré, au cœur du lagon.
On se fait plaisir tous les week-ends. Après le boulot, on vient ici pour se faire plaisir. Là, je vous amène à l'îlot de sable blanc. Au large de Sazilay, voici l'îlot Tsoolé, un banc de sable d'une blancheur remarquable au cœur des eaux turquoises. Sidi vient régulièrement y contrôler la colonie d'oiseaux marins qui y niche. Les oiseaux ils se rassemblent en groupe. De l'autre côté, il y a les sternes. Et ici, au milieu, vous avez des nudibrancs. Donc, c'est très rare qu'ils se mélangent, quoi. Ils font tous bande à part. En haut de la dune, le garde aperçoit un sterne mal en point. Il est un peu fatigué, il est épuisé, là, il ne peut plus rien. Là. Pour sauver l'oiseau, la technique est simple. Il faut creuser un trou dans le sable pour qu'il puisse récupérer à l'abri du soleil. On va essayer de le mettre là. Ok, là il est à l'ombre, il bouge. C'est bon signe. Nous quittons les étendues bleu-azur du lagon pour rejoindre les forêts tropicales du centre de Mayotte. À l'ombre des cocotiers se cache un autre trésor, l'ilang-ilang, la fleur qui a fait vivre des générations de paysans mahorais. C'est à la fin du 19e siècle que se développe la culture de cette variété de magnolia, dont l'essence est utilisée par les plus grands parfumeurs pour ses senteurs de monoï et de jasmin. Martin. Hassani Soulaïmana est fils d'agriculteur. Il se bat pour sauver ce savoir-faire insulaire. En ce mois de mai, c'est le premier jour de la récolte annuelle. Les cueilleurs commencent par soigneusement trier les fleurs. Il faut cueillir que les fleurs matures, c'est-à-dire quand le cœur est coloré rouge comme ça, ça veut dire que là, elle est bonne à être cueillie. Et le cœur a commencé. Alors, celui-là, il n'est pas mature, elle n'est pas mature. Cette fleur n'est pas mature, alors si vous prenez, vous le gardez à l'intérieur, le cœur n'est pas rouge. Hassani a fait des études de gestion, mais il a choisi à 24 ans de reprendre l'exploitation familiale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30 à Mayotte à cultiver l'ilang-ilang. Si je ne reprends pas, en fait, personne ne reprendra. Et ça, c'est pas possible. Et je le reprends aussi, pas par obligation, mais parce que j'aime ça, en fait. C'est un choix de venir dans la brousse, être paysan et me battre pour développer le travail familial. Il y a une fierté aussi de pouvoir continuer le travail de son père. Je sais pas, j'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien être dans la nature, j'aime bien être piqué par les moustiques. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas, ils me disent « Ouais, mais pourquoi toi, tu as fait un peu d'études, tu peux avoir un travail au Conseil général ou tu peux avoir un travail tranquille dans les bureaux climatisés, tout ça. » Ouais, mais vous imaginez 4 murs blancs. La récolte terminée, il faut amener au plus vite les fleurs à la distillerie. Ce matin, les cueilleurs ont ramassé plus de 50 kilos de la précieuse plante. La fragrance de l'ilang-ilang est extrêmement volatile et il faut la transformer immédiatement. Il faut arrêter la vapeur absolument là. Faut pas traîner? Ouais, enfin surtout, faut pas laisser la vapeur s'échapper. L'attente va durer au moins 3 heures.
Pour moi, ça reste toujours de la magie. Ouais. Hassani vend ses extraits d'ylang-ylang comme produits de beauté. Enfin, l'alambic délivre les premières gouttes du précieux nectar. C'est moins fabuleux parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ceci représente quand même beaucoup de travail. Hein. Il faut un nez exercé parce que sinon, en fait, ça peut repousser. Mais sinon, ça a un goût de banane. Enfin, je sais pas, ça donne l'eau à la bouche, on dirait du miel, ça sent super bon. Quoi. Là, franchement, là-dedans, en fait, nous devons avoir dans les 6000 fleurs. Hein. Donc 6000 fleurs dans ce petit flacon-là. Voilà, c'est ça mon sourire, quoi. 6000 fleurs que j'ai réussi à piéger dans des flacons, super. Avec son arôme de Mayotte, Hassani espère intéresser les plus grandes maisons de parfum. Le soir tombe sur Mamoudzou. Allez-y. Ouais, bah comme ça. Sur le port, nous retrouvons Yannick, le guide nature. Il emmène une vingtaine d'habitants pour une expédition qui n'a lieu que 4 fois par an à l'occasion des grandes marées. Il veut leur faire découvrir les richesses du récif de nuit. Après 20 minutes de navigation, le groupe atteint le cœur du lagon. C'est lourd, il faut la prendre à deux. Ici, la barrière de corail est accessible à pied. On va tous rester ensemble, même si on se dispatche sur une petite zone sur 100 mètres carrés, c'est pas un souci. Mais voilà, il faut savoir que là, il n'y a pas d'eau, c'est sympa, mais tout à l'heure, il y aura 4 mètres d'eau. Alors, ce serait bien que personne ne se perde. Les 3/4 des bêtes qui sortent, c'est les plus dangereuses. C'est celles qui ont du venin. Les scorpions, tout ça, Voilà, je vais vous laisser ça passer sort la devant. nuit. Je vais fermer la marche. Il faut progresser avec précaution dans à peine 20 cm d'eau. Bébé rascasse volante. Donc ça, c'est un venin super dangereux, c'est super joli. Hein. Ouais. Vous allez en voir plusieurs espèces. Hein. Ça, c'est le poisson-lion. On les voit vraiment bien la nuit à se promener. Quoi. La journée, c'est sous les voûtes, dans les grottes. Elle est belle, hein. Très vite, Yannick attrape un poulpe. C'est un poulpe tacheté. Vous voyez, on voit toutes ces petites taches. Mais lui, il est à taille adulte. Ah ouais, c'est petit. Ouais. La journée, on peut en voir des beaucoup plus gros, mais c'est pas du tout la même espèce. Comment il se déplace? Faut y aller doucement. Pas de gros coups de palme, tout ça. Ce que j'ai pas envie, c'est que les gens ramassent les coquillages, les mettent sur leur buffet. C'est vraiment l'occasion pour faire comprendre aux gens que la nature, faut la laisser tranquille, quoi. C'est quoi ça? C'est un petit poisson globe. T'es sûr que ça va te piquer? Non, au pire, ils mordent. Eux, ils grignotent le corail. Ah, tout fou. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qu'on voit pas souvent, on leur fait partir en plongée. Et là, c'est vrai que c'est hyper accessible. On est là, on prend notre petite lampe, on se promène et ça aide à réaliser qu'on est dans un coin assez paradisiaque et qu'il faut le protéger, quoi. Dès qu'on soit beaucoup plus à faire ce genre de choses. Soudain, Non, ne bougez pas, elle vous fera pas mal. une raie électrique traverse le Non, groupe. parce qu'elle est un peu perdue. Si tu veux. Non, mais ne bougez pas, vous risquez rien. Ne bougez pas. Après 1 heure d'exploration, le guide fait sa plus belle découverte. Ouais, c'est un oursin, c'est oursin crayon. Moi, j'en vois jamais, hein. Ça va être le 3e en 11 ans. Et puis à chaque fois, c'est comme ça, une bestiole qu'on n'a jamais vue, alors qu'on vient tout le temps au même endroit. Quoi. On voit souvent des pendentifs faits avec ces épines d'oursin. C'est un peu dommage, c'est tellement joli là dans l'eau.
Dans 2 heures, le groupe quittera le récif avec la marée montante. Nous quittons Mayotte pour retourner vers l'est dans l'océan Indien, à La Réunion. En ce début de l'hiver austral, une couche blanchâtre de grésil recouvre le sommet du Piton des Neiges. Un événement de plus en plus rare. Sur la côte ouest, à l'héliport de l'Éperon, nous avons rendez-vous avec une pilote, Cécile, pour une mission de service public. Aujourd'hui, elle s'envole avec une infirmière itinérante qui part pour une semaine dans les villages les plus isolés de l'île. Justement, ils ont des sacs à mettre. Direction le cirque de Mafat, une enclave naturelle avec une dizaine de hameaux, bâti à flanc de relief, inaccessible par la route. Avant de pénétrer dans l'amphithéâtre, Cécile rase le vertigineux sentier de la canalisation des Orangers. Taillé à flanc de parois sur près de 11 km, il sert de repère aux pilotes. C'est la rentrée dans un autre monde, avec d'autres personnes, une autre façon de vivre, une autre appréhension des priorités du quotidien. Depuis 3 siècles, c'est dans ces petits hameaux qu'on appelle des îlettes que 820 Mafatais vivent au cœur d'un territoire de la taille de Paris. Un quotidien autarcique rythmé par le ballet des ravitaillements aériens et l'accueil des 90 000 randonneurs qui marchent ici chaque année. Comme sur le plateau abritant le village de la Nouvelle. Avec ses 150 résidents, c'est le plus grand et le plus visité des 10 îlettes. « 5 km plus au sud, voici Marla, le plus haut des hameaux à 1645 mètres d'altitude. Il surplombe la Plaine aux Sables, la plus petite bourgade qui ne compte que 2 familles. Ce matin, c'est à l'îlette de Rocheplate, sur le flanc ouest du cirque, que Cécile doit déposer sa passagère. Chaque îlette a sa spécificité, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ah, je fais ma petite approche de grand-mère. À très bientôt. L'infirmière va pouvoir commencer sa tournée. Pour la pilote, pas une minute à perdre. Elle embarque une femme enceinte qui doit descendre à Saint-Denis pour une échographie. Pendant toute la journée, Cécile va effectuer des rotations avec des villageois dans cette zone réservée aux pilotes les plus chevronnés. Un petit peu de vent, ça devient très turbulent. Quelque part, c'est du vol en montagne, donc ça demande une certaine vigilance.
faut rester assez humble dans ce genre d'environnement. Plus tard, dans la matinée, ça grimpe bien quand même. La pilote ramène 2 petits garçons qui rentrent d'une semaine dans un centre aéré sur le littoral. Alors on descend, on fera attention aux oreilles. Alors là, si on n'a pas une vue d'enfer. Avec ce saut de puce de quelques minutes, Cécile leur épargne 3 heures de marche jusqu'à leur village. Le fait de travailler pour les Mafaté, c'est une façon de se sentir utile d'une manière différente. Jusqu'au soir, elle va survoler les paysages déchiquetés de Mafate. Pendant ce temps, à Roche-Plate, nous retrouvons Dominique de France, l'infirmière itinérante. Cette réunionnaise de 61 ans vient de commencer sa tournée. Pendant 5 jours, elle va sillonner à pied les sentiers escarpés du cirque. Le circuit, c'est nous qui le faisons, donc il est différent chaque fois. Si on veut varier les plaisirs, les paysages, il vaut mieux les prendre dans un sens et ne pas les reprendre dans le même sens 2 ou 3 fois par jour. Cet après-midi, Dominique se dirige vers l'un des 5 hameaux dont elle a la charge. Coucou, ça va? L'infirmière a choisi il y a 3 ans d'exercer ici. Oui. Les vacances, hein? Par passion pour le mode de vie singulier des Mafatais. Je les ai connus sur le papier d'abord en feuilletant les dossiers et puis après, voilà, même. Les visages sur les noms. Tout à fait, parce que bon, j'ai pour principe de ne pas aller chez les gens si je n'y suis pas invitée. Je veux dire, je ne vais pas comme ça chez les gens, mais après en discutant avec un oncle, une tante, une fille, voilà, ben viens voir papa et ça fait longtemps qu'il ne vient pas. C'est comme ça que ça se fait. Dominique est attendu 600 mètres plus haut pour une visite à domicile. Suzy ? Chez Suzy et Jules Vinot. Georgie, bonjour. Ah, ça va? Vacances? Hein? Une famille de 5 personnes qu'elle passe voir régulièrement depuis la naissance du dernier fils. Ah, Jules est là. Bonjour. Allez. Ça va? Oui, ça va bien, vous? Ah bah oui. L'infirmière surveille attentivement la croissance du Alors, petit Jules. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu pousses sur tes jambes ou pas? Hein? Tu pousses? C'est l'avant-dernier né de l'année 2012. C'est le plus gros. Je dirais pas trop fort, mais c'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau de tous ceux qui sont nés. Tous les bébés sont beaux, mais toi, tu es vraiment très beau. Un bonhomme? Ouais, d'accord. Tiens. Papa, maman ont bien travaillé. Vous l'avez vu naître quasiment en plus, celui-là. Ben, j'étais pas à la maternité, mais oui, il y a eu 5 naissances cette année sur Roche-Plate. Entre le mois de décembre et janvier, non, je dis 5, 4. 4 naissances entre décembre et janvier, donc voilà. Ces 4 petits, ils sont pas à moi, mais ils sont un petit peu à moi quand même. Parce qu'on s'en occupe tous les mois, on essaye. Hein, Suzy? Tu te souviens de ton dernier tour? Dominique en profite aussi pour contrôler la glycémie de Suzy, la maman. Tu vois, c'est lui qui connaît. C'est un petit peu élevé par rapport à l'horaire. Donc, Julino, tu l'empêches manger gâteau toute la journée. Hein? Ouais. Tu manges à sa place si tu veux, c'est pas grave. Moi, ça part.
Allez, à bientôt. Merci encore. Et puis, La prochaine visite est prévue dans 10 jours. Dans les bas. Merci. Allez, au revoir chérie, à bientôt. Au revoir. C'est la fin de la journée. L'infirmière rejoint l'un des 3 dispensaires de son secteur. C'est mon petit coin. Enfin, une de mes petites maisons. Parce qu'en fait, j'en ai 3. Ce soir, elle se prépare pour passer la nuit dans la chambre qu'elle s'est aménagée à Rocheplate. Bienvenue chez moi, hein. Voilà. Demain, une rude journée l'attend. Dommage la pluie, hein. Mais bon, c'est toujours aussi beau. Le lendemain matin, dans le brouillard, Dominique est déjà en route sur le passage de la Brèche à 1300 mètres d'altitude. Ça glisse. Faire attention. L'infirmière porte 12 kilos de matériel médical et doit parcourir 6 km jusqu'à Lillette, où elle est attendue. Un trajet rendu périlleux par l'humidité qui envahit le fond du cirque ce matin. Ma fête avec le mauvais temps, c'est pas grave. Sinon, je travaillerais pas. Hein. Si je me fiais au temps, mauvais ou beau, il faut que je marche. Donc, bon, j'y vais. Je pars avec mon parapluie et c'est parti. En empruntant les chemins de grande randonnée, elle croise régulièrement les visiteurs venus marcher sur les traces des premiers habitants du cirque. Bonjour. Automatiquement, quand on passe dans des coins très, je dirais, mystérieux, un peu mystiques, surtout avec le brouillard comme ça, on pense aux gens qui ont pu courir au travers des montagnes et pour se cacher. Et on ne peut pas faire autrement que d'avoir une pensée pour eux. Dans la matinée, les alizés qui soufflent sur l'est de l'île brisent l'épaisse couche de nuages installés sur les hameaux. Après 3 heures de marche, Dominique retrouve le docteur Thierry Maillot qui vient d'être héliporté à l'Illette des Orangers. Ce sont les vacances. Oh, on a le droit à la musique pour arriver ce matin, c'est super. Bonjour tout le monde. Il est l'un des 4 généralistes qui visitent une fois par mois les dispensaires du cirque. Ah oui, on va mettre ce joli chapeau doré. Prudente aussi. Sortir des chaises. Ce matin, les soignants attendent une quarantaine de patients. Certains ont fait 1h30 de marche pour venir jusqu'ici. Voilà, monsieur. Merci pour la musique, c'est super. Après Prudente, c'est qui? C'est où? Ah où? Alors, Andrea, Prudente. Et bataille pas, hein? D'accord? Chacun de son tour, hein? Andrea, Prudente, Raymond, Jeanne ou Méraline? Méraline. Bon, les bons. Après, ma mémoire, l'écoute, il faut me sortir aussi. L'ordre de passage, c'est suivant l'ordre d'arrivée. Alors, il n'y a que seuls qui le savent. Et c'est pour ça qu'ils chamaillent de temps en temps, là. Ça là, veut gagner la place, ça là, et moi, je suis pas d'accord. Durant 3 heures, entre prélèvements à envoyer par hélicoptère et bobologie d'un cabinet de campagne, Dominique et Thierry traitent les habitants sur place pour leur éviter d'avoir à quitter le cirque. Ça, c'est pour le mois prochain.
donne. Oui. On commande le petit vaccin. Oui. Une fois que le petit vaccin est là, Dominique vient faire votre case. D'accord, merci beaucoup, Dominique. Vous êtes gentil. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Juste en face du dispensaire, de l'autre côté de la place du village, vit la grande sœur de Prudente, Andrea. Là. La doyenne de Mafat vient de fêter son anniversaire. Et Andrea, on a combien de temps vous habitez là? On n'aura pas besoin d'ouvrir la porte, hein, pas de grave, bien t'es là. Andrea, je n'étais pas là pour tes 83 ans. Mais m'a trouvé un petit quelque chose, mais j'espère va faire plaisir à vous parce que je ne crois pas au nana. L'infirmière tient à lui offrir un souvenir de son mari disparu depuis 3 ans. Tu te rappelles cette photo-là? Oui, m'y rappelle. Arthur? Oui, Arthur, t'es tout le temps en train de blaguer, Arthur. Il y a la vieille. Une dizaine d'années à peu près. Oui, une dizaine d'années. C'est facile de s'attacher au mafatais, Dominique? Oui, enfin, pour moi, c'était très facile. Hein. De toute façon, c'était déjà un choix de venir travailler dans Mafat depuis longtemps. Donc, j'ai eu ce que je voulais et je suis auprès des gens que j'aime. Oui, nous habitions ensemble comme camarades, des étrangers, mais camarades aussi. Étrangers, mais camarades, ça c'est important. C'est la différence entre les étrangers, pas camarades, et les étrangers, camarades. Camarades aussi, bons camarades, bons amis. Elle, c'est une camarade. Comme frère et sœur. Voilà, comme frère et sœur. Comme frère et sœur. Merci. D'accord? Allez, bisous. Bientôt. Porte-toi bien, prends soin de toi. Oui, merci. L'année prochaine, c'est ici que Dominique aimerait prendre sa retraite pour rester auprès des Mafatais. Nous quittons le cœur de la Réunion pour rejoindre le littoral. Ce matin, sur l'aéroport de Saint-Denis, les militaires se préparent pour une mission exceptionnelle. La relève sur une minuscule terre française, Europa, 1600 km plus à l'ouest, dans l'océan Indien. Normalement, on atterrit à 11h heure locale là-bas. Pour cette expédition marathon de 24 heures, ils emmènent 2 scientifiques. Jérôme Bourja et Stéphane Chichon sont spécialistes des tortues marines. Ils vont profiter de quelques heures de présence sur Europa pour poursuivre une mission qu'ils mènent depuis 7 ans. Le vol va durer 4 heures. Ils ne sont qu'une poignée de civils autorisés à se rendre sur cet îlot chaque année. Pour ces scientifiques qui ont déjà fait une dizaine de fois le voyage, le plaisir de rejoindre cette terre du bout du monde est intact. Je pense que la magie, ça commence vraiment avant, bien avant. C'est-à-dire, ça y est, on sait qu'on va partir. Alors, soit il y a les découvertes, bon, nous, on a la chance de déjà connaître, donc c'est déjà, on se projette. On sait déjà ce qu'on va vivre, on sait déjà où est-ce qu'on va aller, donc il y a cette excitation-là. Il ne faut rien oublier, parce qu'une fois qu'on est là-bas, on est isolé. On n'a plus rien. C'est-à-dire, on a oublié le couteau, on a oublié le bout de ficelle, on ne pourra plus faire le petit nœud qui permettra de faire la manip correctement. Cette phase de préparation est cruciale, avec l'excitation d'être d'être dans le transal quand on vient en transal, entouré de gens comme ça. Deux heures après avoir décollé de Saint-Denis, l'avion survole Madagascar, la plus grande île de l'océan Indien. Christelle Gazave, commandant de bord, pilote dans la région depuis 2012. C'est le plus haut sommet de Madagascar, Andry Gitra.
C'est la 3e fois qu'elle effectue cette rotation vers Europa. On se dit qu'on a de la chance, on se dit qu'on est chanceux, ouais. On a du plaisir en arrivant et on allie tout en fait, le travail, le plaisir. C'est chouette, c'est une chouette mission. Une heure après avoir survolé Madagascar, l'équipage aperçoit enfin les rivages de l'îlot. Il y a un petit nuage juste là, un autre un peu derrière, et deux gros qui sont presque côte à côte, l'un derrière l'autre. Et bien sous le deuxième, il y a un trait blanc. On voit les je te demanderais de faire attention aux oiseaux, Doug. Oui, mais je vais les annoncer. L'atterrissage est redouté par les pilotes. Ils se méfient des oiseaux qui vivent autour de la piste. Si on rentre dans une nuée d'oiseaux, on risque de casser les deux moteurs. Et c'est pas une situation d'avenir. Sans moteur. Europa fait partie des îles Éparses, 5 petites possessions françaises au cœur de l'océan Indien. C'est en 1860 qu'une première famille de colons s'installe sur ce territoire vierge avec quelques animaux. On a eu la roue de gauche qui était longue, un sentier verrouillé. En 1973, les militaires y établissent une base permanente de 15 hommes. Penche à droite, tenue. Ça va la météo, mais... À peine posé, c'est une course contre la montre qui s'engage. Ça a l'air plus sympa déjà pour ça. Il est 13h et l'avion doit impérativement repartir demain matin. Il faut débarquer les tonnes de matériel et de ravitaillement qui vont servir pendant les 50 prochains jours. La première étape pour Stéphane et Jérôme, les deux scientifiques, est de faire tamponner leur passeport. Bonjour. Monsieur. Bonjour. On vient faire tamponner nos passeports. Un rituel sur ce territoire des terres australes et antarctiques françaises. Ah ouais, d'accord, entrée, sortie. Ouais. C'est la prochaine relève. L'entrée, on va faire la sortie directe. Ça, c'est un tampon qui vaut cher. Hein. Le passeport avec tous les tampons de toutes les îles Éparses, c'est très précieux. Mais autant affectivement que... On va le garder. D'accord. Et puis comme ça, on vous le rend demain. Ok. Moi, personnellement, je suis à chaque fois très fier de montrer mon passeport aux gens en disant « Ah, celui-là, tu l'as pas ». Parce que c'est unique d'avoir ça, quoi. Au poste de secours, c'est l'effervescence. Je te donne les dates de péremption et tu me les changes sur ordinateur. Ok ? Février 2014. La relève de l'équipe médicale est supervisée par une infirmière. Sur cet îlot perdu au cœur du canal du Mozambique, les secouristes devront garder leur sang-froid en cas d'urgence. Mai 2014. Au moment où le médecin va arriver sur zone, il y a entre 8 et 12 heures. Donc il faut qu'il soit préparé à réagir, à faire les premiers gestes d'urgence seul. Pendant ce temps, en cuisine, le boulanger en partance conseille son successeur. C'est sans doute pas qu'elle soit trop dure quand tu la pétris. Première leçon, la pâte à pizza. Hein? Non, 1 kilo. La première fois que j'ai fait du pain, c'était ici. En fait, on n'a pas eu le temps de l'apprendre. Et comme on connaît rien, à la base, moi je suis ici pour être boulanger, mais je connais rien du tout, donc du coup j'apprends sur place. 1, 2, 3. Pour Jérôme et Stéphane, le temps presse. Ils veulent être à pied d'œuvre dès le lever du jour pour baguer des tortues.
Avant la nuit, ils partent s'installer sur une plage à quelques kilomètres au sud de l'île. Là, on a vraiment l'impression qu'on est privilégié là. Parce qu'on va dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui a posé le pied et c'est super, quoi. Il y a plusieurs siècles, il y avait ce même paysage ici. C'était exactement la même chose. À part peut-être deux pieds de filao qui sont arrivés depuis, sinon c'était exactement le même paysage. Les mêmes tortues qui venaient pondre, et ça fait des dizaines de milliers d'années que ça existe, quoi. Le capitaine Régis Penaud accompagne les scientifiques. Pour lui, c'est une découverte. Les militaires en poste ici n'ont habituellement pas le droit de naviguer ni de se baigner pour des raisons de sécurité. C'est la première fois que je vois la côte de ce côté-là, de cet aspect, et c'est magnifique, quoi. C'est une chance de pouvoir apercevoir ça d'ici. D'habitude, on regarde la mer sans pouvoir y toucher, et là, on voit l'île de l'autre côté, et c'est génial. Les trois hommes passent devant les plages où viennent pondre les tortues vertes entre les mois de novembre et de mars. Dans le ciel, les frégates surveillent les nouveau-nés qui cherchent à gagner la mer. Si la plupart des éclosions ont lieu de nuit, ces redoutables prédateurs ne laissent aucune chance aux bébés tortues le jour. À peine débarqués, les trois hommes sont confrontés au principal fléau de l'île. Les moustiques. Comment ça se fait qu'il y ait autant de moustiques? En fait, Europa, ce qui protège Europa, je crois que la meilleure protection d'Europa, c'est les moustiques. Et encore là, on a un peu de vent, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, dès que le soleil se couche, il rapplique. Et donc il faut vite se couvrir. Donc il faut subir. Ah ben voilà, ça se mérite Europa. Tant qu'il fait beau, on a l'impression que c'est le paradis, et dès que le soleil se cache, ça se transforme en enfer. Dernier recours, c'est ça. C'est d'enfiler la tenue d'apiculteur, de mettre un pantalon et des gants. Ça fait partie du pactage réglementaire, ça fonctionne. Oui, c'est réglementaire. C'est vrai? Ah ouais. Moustiquaire de tête pour la jungle, on utilise en Guyane et sur Europa. Ce soir, les biologistes sont chanceux. Après le coucher du soleil, les alizés chassent les insectes. Les conditions sont idéales pour observer l'une des nombreuses tortues venues pondre cette nuit. Tous les ans, elles sont 10 000 à venir déposer leurs œufs sur cette plage après avoir traversé l'océan Indien. C'est ici que cette femelle est née il y a plusieurs dizaines d'années. Bon, je sais pas, je trouve ça assez émouvant à chaque fois, même si j'en ai déjà vu beaucoup et beaucoup à chaque fois. C'est quand même un animal qui fait 150 kilos, plus d'1 mètre de long, qui vit dans l'eau et qui doit transporter tout ça sur Terre pour venir déposer ses œufs. Une de plus sur Europa. Pendant plus de 4 heures, elle creuse d'abord un trou dans le sable. Il ne faut pas l'approcher tant qu'elle n'a pas commencé à pondre ses œufs. Parce qu'à ce moment-là, elle est extrêmement craintive et au moindre mouvement, au moindre bruit suspect, elle va repartir vers la mer. Par contre, quand elle a commencé à pondre ses œufs, on peut s'approcher et à ce moment-là, on peut l'observer. Elle rentre un peu dans
espèce de transe, il faut qu'elles terminent quoi, leur ponte, donc il n'y a pas trop de problème pour les approcher. Puis elle peut entamer la ponte d'une centaine d'œufs. C'est un des trésors parce que c'est peut-être celui qui est le plus accessible parce que c'est sur la plage et voilà, c'est assez facile à voir, mais on verrait que demain il y a d'autres trésors à Europa. Un peu plus éloignés, un peu plus compliqués à observer, mais au moins aussi jolis. Ouais. Le jour se lève. Dans 5 heures, les scientifiques devront quitter Europa avec l'avion militaire. Le temps presse, alors ils se dirigent sans attendre vers la mangrove. Un univers particulier entre terre et mer, où poussent les palétuviers. Ces arbres uniques capables de survivre dans l'eau salée. La mangrove d'Europa est l'une des mieux conservées de la planète. Elle n'a jamais été dégradée par l'homme. En fait, il y a très peu d'apport d'eau douce, voire pas, sauf quand il pleut, et du coup, elle est très claire. Et du coup, nous, c'est une chance parce que c'est plus facile de repérer les tortues. Cette lagune est une nurserie exceptionnelle pour les tortues qui y grandissent à l'abri des prédateurs. La poursuite commence avec une première juvénile. Ah, c'est une maline, elle. Elle est juste là. Il y en a une petite qui part là, regarde. Jérôme, regarde. Jérôme, là. À 8 mètres devant. 5 mètres. Pour capturer l'animal, Stéphane se jette à l'eau. Voilà. Une jolie petite blonde. La première prise de la matinée est une tortue verte. Ils vont pouvoir la répertorier et la baguer. On s'est aperçu en fait que chez les tortues, la couleur de la carapace, elle était fonction de leur environnement. Et dans ces bras de mangrove là, où le fond est très très clair, on a plutôt des tortues claires. Et elle a quel âge, a priori, celle-là? C'est difficile à dire parce que chez les tortues de mer, on n'a pas de stricte croissance pour donner l'âge, mais moi je dirais que c'est une tortue qui doit avoir entre 5 et 6 ans. Quoi. Plus loin, c'est Jérôme qui plonge pour attraper une autre tortue verte. Où est-ce qu'il est? Yes. Allez, allez. Celle-là est plus vieille. Puis les hommes se dirigent vers le cœur de la lagune. On juste la passe entre les deux cailloux. Vers un site qu'ils sont les seuls à connaître. À quelques mètres de profondeur apparaît ici une étrange faille. Un siphon, un passage qui relie la mangrove à l'océan. Dans le courant, les anémones de mer pullulent. Ces petits animaux qui vivent accrochés aux rochers sont les mets préférés d'une espèce plus rare, la tortue imbriquée. Elle pince très fort. Fais gaffe au bec, hein. Tu vois d'ailleurs,
Les imbriqués, elles sont plus teigneuses. J'en ai vu 2 autres. Hein. Cette juvénile pèse un peu moins de 30 kilos. L'heure tourne, sur la plage, les scientifiques veulent établir au plus vite une véritable fiche d'identité des 3 prises du jour. Première étape, il faut mesurer la carapace. 49. Puis placer une bague sur la nageoire. Heure 0,329. 0,329. Plutôt. Et enfin, photographier l'animal de profil. Et l'agencement des écailles, en ligne et en nombre de côtés par écaille, représente le véritable code de la tortue. C'est comme l'empreinte digitale de la tortue. Et on arrive à identifier les tortues directement grâce à ça. Pour Jérôme et Stéphane, répertorier une imbriquée est une chance. En anglais, son nom c'est Hawksbill, c'est faucon. C'est le bec. Donc elle est carnivore celle-là, hein, donc elle a un bec très puissant. En termes d'abondance dans le monde, c'est une de celles où il y en a le moins. Celle-là, on fait comme quand on les attrape, on fait attention au bec parce que autant les vertes, ça va faire mal quand elle va vous mordre, autant l'imbriquée, ça peut faire plus que mal. Ça peut vraiment déchiqueter parce que c'est un bec coupant. Et un petit portrait. En atteignant l'âge adulte, ces jeunes tortues quitteront la mangrove. Puis elles reviendront sur ces plages pour y déposer leurs œufs. Il faut repartir à La Réunion. Jérôme et Stéphane seront de retour à Europa dans 50 jours, à la prochaine relève, pour poursuivre leur étude.